Choisir tout. Faire rimer ambition professionnelle et personnelle. Prendre du temps pour soi. Ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver après cette pause estivale que j'ai savourée. Et j'espère de tout cœur que vous aussi. C'est une très belle et profonde conversation que je vous propose aujourd'hui avec Fatoumata Ly à mon micro. Fatoumata, c'est la cofondatrice de Ninty, une plateforme dont la mission est d'engager la conversation et d'équiper les entreprises à faire une place aux problèmes de santé et de fertilité des femmes. Vous imaginez comme cette mission me parle, tout à cheval qu'elle est entre le pro, le perso et à la lisière de l'intime. Fatoumata est une femme passionnante, réfléchie, à l'image de ses réponses, pesées, posées, et des longues pauses qu'elle prend pour réfléchir à ce qu'elle va dire. Ce tempo est parfait pour la rentrée. Un temps long, bienvenu dans une période de l'année qui nous pousse à faire vite. Elle nous amène dans son enfance, en Guinée-Conakry, jusqu'à son départ pour Tunis pour le lycée, puis son arrivée en France dans un pays qu'elle connaît si bien et si peu, comme elle dit. Avec Fatoumata, nous avons parlé de la place qu'elle accorde au travail, des pauses dans sa carrière. J'ai adoré l'entendre parler de la manière dont elle amène avec justesse, finesse, les sujets de fertilité, de PMA et de santé des femmes au sens plus large au sein des entreprises. Comment elle crée des conversations là où elles n'ont jusque-là jamais existé. J'ai aussi adoré l'entendre parler de la manière dont ces diverses influences culturelles ont modelé sa façon de voir les choses, la vie. Comme elle le dit, c'est loin d'être simple d'appartenir à plusieurs mondes. Mais la richesse de ce qui en ressort est puissante. Merci Fatoumata de lancer la rentrée des équilibristes de cette manière et encore une fois de me rappeler pourquoi j'aime tant faire ces épisodes pour vous, mes chers auditeurs et auditrices. Bonne écoute. Bonjour Fatoumata. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibristes, c'est un grand plaisir de te recevoir. Merci. En plus, on se connaît très peu. Je t'ai croisée à la journée Bold de Veuve Clicquot et tu avais un sourire tellement radieux, tellement généreux, je me suis dit, je sais pas, il faut que je lui parle, il y a un truc. Et donc, je t'ai contactée et effectivement, il y avait un truc. On a plein de choses à se raconter, donc je suis très contente de te recevoir. Merci. J'aimerais bien qu'on parle J'aime bien partir du début. J'aimerais bien que tu nous présentes Fatoumata, petite fille. J'aimerais bien savoir où tu as grandi, dans quel environnement, avec quel message. Waouh. Fatoumata, petite fille, je dirais que j'étais une petite fille sérieuse. Très tôt, j'ai été très sérieuse et très responsable. Donc, j'ai grandi dans une ville minière qui s'appelle Kamsar, en Guinée-Conakry, donc en Afrique de l'Ouest, avec des parents très bienveillants, généreux, dans une maison très simple qui était tout le temps ouverte. C'est vraiment le souvenir que j'ai. On avait tout le temps du monde. Elle était aussi ouverte vers l'extérieur parce qu'on avait une petite terrasse rouge qui donnait sur notre jardin. Et on était souvent entre... Il n'y avait pas vraiment de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si c'était une continuité de la maison. Et il y avait des arbres et je me souviens d'un manguier où on avait, pendant la saison des pluies, il y avait des mangues et puis tout changeait d'univers. Et c'était très vert et il y avait des mangues par terre. Il y avait une forme d'abondance côté nature. Et puis, on est 4 frères et sœurs, mais on avait tout le temps du monde, des cousines, des tantes, nos grands-mères. Donc un environnement vraiment très humain, très généreux.
voilà. Et en même temps, j'étais une petite fille très sérieuse j'aimais bien observer. Voilà. Tu avais quelle place dans la fratrie? Numéro 3. Ah ouais. Mhm. Et sérieuse, donc c'est-à-dire tu étais la raisonnable, tu voulais qu'on puisse compter sur toi. Mhm. Ouais, et en même temps, je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais... Bon, déjà, j'ai toujours eu un truc avec la peur de décevoir, je pense, qui m'a Mhm. toujours... voilà, qui fait vraiment partie de... voilà, j'avais un côté petit i modèle, on va dire. Voilà, je voulais voilà, travailler, étudier, mais j'ai l'impression qu'on a tous eu un peu ça. Tous les quatre, on a tous eu... En fait, on avait aussi des parents qui travaillaient très dur. Mm. On était dans une ville minière, on avait des parents qui travaillaient très dur, en Guinée-Conakry, qui est un pays très pauvre. Et on avait quand même cette conscience que nos parents travaillaient très dur pour que nous, on puisse avoir un toit sur la tête et à manger. Mm. Donc, psychologiquement, je pense on est une fratrie très soudée. On est, voilà, on a un côté très esprit de clan, très, très, très famille. Et en même temps, on est très drôle, mais on a toujours eu une forme de conscience du fait qu'on avait beaucoup de chance, en fait, d'avoir des parents qui travaillaient beaucoup, mais du coup, ils travaillaient parce qu'ils avaient eu accès à l'éducation. Et du coup, dans une famille où on a toujours eu beaucoup de... Voilà, l'éducation, c'était la clé, quoi. C'était, il faut étudier, il faut faire des études, Voilà, donc quand même une forme de responsabilité, je pense, due à Mm. notre environnement. Après, ça serait intéressant de demander à mes frères et sœurs, peut-être que j'ai un truc complètement biaisé, mais j'ai quand même cette impression qu'on est tous les quatre très, très responsables. Mm. Et justement, tu parles d'études. Je sais que tu es partie de Guinée pour aller faire tes études, même pour finir, pour aller passer ton bac, c'est ça? Qu'est-ce qui a motivé? Comment tu as pris enfin, c'était quoi cette décision? Comment ça s'est passé pour toi? Et en fait, je suis partie à l'âge de 14 ans. Mhm. C'est alors pour revenir du coup au début pour expliquer ça, c'est que euh, moi, bon, on a grandi dans une ville minière. J'ai intégré l'école de la Mission laïque française, qui était une école qui était comment dire, gérée par la Compagnie des bauxites de Guinée, pour laquelle mes Mhm. parents travaillaient. Et cette école, jusqu'à les années 90, était interdite aux enfants des locaux. Ah. Et du coup, mes parents, en fait, la génération de mes parents se sont battus pour que cette école soit ouverte aux enfants des locaux. Avant, elle était dédiée qu'aux enfants ce qu'on appelle les expats. Mhm. Mhm. Dans c'est la migration occidentale, on va dire. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à obtenir que l'école soit ouverte aux enfants des locaux. Mhm. Mais l'école a mis une condition, il fallait que ça se passe sous forme de... Il fallait qu'on fasse des concours pour intégrer cette école. Parce qu'ils Mhm. avaient peur qu'on baisse le niveau, voilà, c'était les Waouh. locaux. Voilà. Et du coup, moi, j'ai la première promotion, en fait, à avoir intégré cette école. Voilà, Mhm. la première promotion de locaux. Voilà. Et on était 3 dans la première 3. promotion. Sur combien Voilà. d'élèves? Je pense à l'époque, il devait y avoir une centaine d'élèves à peu près. Oh, On en était les tout. premiers locaux, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, pourquoi je suis partie, cette école s'arrêtait en troisième, Mhm. au niveau du brevet. Parce que de manière générale, les expats amenaient leurs enfants faire le lycée. Soit ils les ramenaient en France, au Canada, aux États-Unis. Voilà. Donc souvent, ça s'arrêtait en troisième. Et du coup, moi, en fait, en troisième, on s'est retrouvés du coup sans lycée. Mhm. Et mes parents, ils avaient deux options. C'était soit ils m'amenaient à l'école française de la capitale, mais on n'habitait pas à la capitale, donc c'était un peu compliqué. Et entre-temps, on a eu cette opportunité. J'avais une tante qui allait vivre à Tunis et Mhm. qui, du coup, m'a proposé de... Voilà, donc je suis partie vivre avec cette tante à Tunis.
J'ai passé mon lycée là-bas. Donc, je ne suis pas partie par comment dire, par désir de départ, Oui. mais parce que c'était le contexte qui voulait que je parte. Et mes parents ont pris ce qu'ils jugeaient être la bonne décision pour moi. Et voilà. Et c'était comment ça, de partir à Tunis si petite, si jeune, quoi, avec ta tante? 14 ans, c'est dur, hein, forcément. Maintenant, pour revenir à cet esprit de responsabilité, Mm. j'étais très consciente. On est tous les quatre partis assez tôt hein, avec mes parents. Je les admire énormément parce que je me dis, voilà, ils pouvaient aussi faire le choix de nous garder. Ouais. Le choix de nous mettre avant leur propre posture de parents, quelque part. Parce qu'ils se sont dit, c'est comme ça qu'on va leur offrir un avenir meilleur. Donc, je les admire énormément pour cette décision qui, je pense, a dû être très difficile. Et du coup, c'était dur. Et en même temps, comme beaucoup de choses, les êtres humains, on a une très, très grande qualité. C'est qu'on est une espèce qui s'adapte. La preuve avec la pandémie qu'on traverse et où on est aujourd'hui. Et on a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale. Ouais. Je voudrais qu'on fasse le lien maintenant avec tes expériences professionnelles parce que tu as eu des expériences professionnelles très variées et on va revenir tout à l'heure à ce que tu fais aujourd'hui, mais très variées, très riches. Et j'étais curieuse de savoir le moteur pour toi dans tout ça. Est-ce que le travail, parce que tu en as un peu parlé, mais après le travail professionnel, c'est un peu différent du travail à l'école, mais est-ce que le travail représente pour toi dans la vie? Est-ce que le travail représente pour moi? Mais déjà, pour moi, le travail, ce n'est pas une finalité en soi. C'est un outil. C'est quelque chose qui m'a permis à différentes étapes de ma vie de passer une étape. C'est-à-dire, c'est un outil qui m'a... Voilà, si on parle du travail à l'école, c'est un outil qui m'a permis d'avoir accès à une culture générale, d'avoir accès à des compétences, des connaissances qui m'ont permis du coup d'avoir mes stages, d'avoir mon baccalauréat, qui ensuite m'a permis d'arriver en France et de rester aussi en France parce que quand on est un étudiant étranger en France, c'est pas aussi facile que des fois les médias peuvent, peuvent laisser avec l'immigration, etc. C'est très, très dur d'être un étudiant étranger en France. Eh bien, parle-nous un peu de ça, ouais. Parle-nous de ton retour. C'est vrai que là, j'ai fait un gros saut, mais on va revenir à ton retour, enfin, ton arrivée en France. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, déjà, j'arrivais dans un pays que je ne connaissais pas. Ah ouais. Et en même temps, c'est un pays que je connaissais tout de même. C'est-à-dire que déjà, on avait un lien par la langue. Donc, et puis la Guinée était une ancienne colonie française. Donc, la France fait partie de notre histoire. C'est un pays qu'on connaît. J'ai fait l'école de la mission laïque française. Donc, je suis arrivée dans un pays où j'avais jamais mis les pieds, mais avec une certaine compréhension de ce pays. Enfin, une compréhension, on va dire, une certaine idée de ce pays. Certaines choses devraient être très justes et d'autres pas du tout. C'était quoi ton idée de la France? Mais c'est ce que la France a exporté. Voilà, la France a exporté une certaine... mais déjà, cette culture, un pays avec une grande culture, avec beaucoup d'excellence, avec la gastronomie française. C'est tout ce que la France a exporté. Donc, je suis arrivée avec tout ce que la France nous a raconté d'elle-même quand j'étais en Guinée. Donc, avec de biais peut-être de ce que je pensais être la France, mais qui est très juste. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend sur la France quand on est à l'étranger qui sont très justes. Et en même temps, moi, j'arrive dans le sud et j'entends des gens qui parlent avec un certain accent et je me dis, ils ont un accent, mais c'est génial. C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout, en fait, quand on n'a jamais mis les pieds en France. On pense que le français est une langue
très normé, très cadré. On ne s'imagine pas du tout qu'il peut y avoir des sons. Voilà, parce que c'est le français très parisien aussi qu'on a Oui. exporté à l'international. Donc, moi, je suis arrivée d'abord dans le sud avec aussi cette compréhension que la France a aussi plein de cultures au sein même de la France. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant. Donc, et quand je suis arrivée, donc les étudiants étrangers, souvent, quand on arrive, il faut montrer patte blanche. Donc, déjà, pour arriver, il faut demander un visa. Des démarches très longues et très compliquées. Une fois qu'on a le visa, il faut demander un renouvellement de son titre de séjour chaque année. Donc, on a toujours une forme d'épée de Damoclès sur la tête en se disant il faut que j'ai les bonnes notes, il faut que j'ai ma licence, il faut que je trouve le stage. Donc, le travail, pour moi, est un outil qui m'a permis de pouvoir déjà rester en France, travailler en France, renouveler mes papiers. Donc, j'ai jamais pensé au travail comme étant une passion, j'ai pensé au travail comme étant un outil qui me permet de vivre certains rêves à différentes étapes de ma vie. Voilà. Et à l'époque où j'étais étudiante, c'était pouvoir rester en France. Ça peut sembler assez banal comme rêve, mais quand on a une tierce personne, en l'occurrence une administration qui est la préfecture de police, qui a le droit de vie quelque part sur les rêves qu'on peut avoir, sur la vie qu'on peut imaginer, sur laquelle on peut se projeter, et ben, le travail reste un outil qui nous permet de vivre des rêves. Ouais. Tu savais que tu voulais rester là. C'était d'année en année, enfin, t'avais à chaque fois, tu renouvelais d'année en année Oui. Ouais. Alors, tu renouvelles d'année en année et quand tu termines tes études, tu te retrouves un peu dans une sorte de gouffre, dans un moment qui génère énormément d'anxiété parce que quand tu termines tes études, tu dois soit partir, soit rester. Et pour rester, il faut que tu demandes un changement de statut. Pour demander un changement de statut, il faut que que tu ne sois plus étudiant. Donc, si tu n'es plus étudiant, on te demande salarié et que tu apportes de la valeur. Donc, c'est trouver du travail, c'est trouver un CDD, trouver un CDI, faire un changement de statut. Et je ne m'étais pas dit, je veux absolument rester. Je ne suis jamais arrivée en France avec l'idée de rester. Mais comme toute personne qui a vécu une forme de départ, on va dire, et ben, à un moment, ton chez-toi, ça devient aussi toutes les expériences multiples et locales que tu as créées. Et tu ne te dis pas, j'ai envie de quitter tout ça. Tu te dis, ben, j'aimerais bien continuer à garder mes amis, à vivre ma vie, en fait. Et donc, tes premières expériences professionnelles, c'était... Comment ça s'est passé? Déjà, tes études, c'était des études de quoi? T'as fait quoi comme fac? J'ai fait une licence de lettres, option en sciences du langage à la fac de Montpellier 3. Ensuite, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait un échange sur les médias internationaux. En fait, aux États-Unis, on pouvait choisir nos matières et j'ai toujours eu une passion pour la politique. Donc, j'avais pris beaucoup de sujets plus liés à politique, civic society, tout ça. Ensuite, je suis revenue à Paris et à Paris, j'ai fait un master en marketing en alternance. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler en entreprise à 22 ans. Et avant ça, je travaillais dans l'hôtellerie. Donc, j'ai travaillé dans un hôtel à Paris. Voilà. Et alors, tes premières expériences professionnelles et le début de ta vie professionnelle, c'était comment? J'en ai des très bons souvenirs. Voilà. Aussi peut-être parce que j'ai tout de suite commencé dans des PME, des entreprises à taille vraiment humaine. Donc, et puis j'étais, quand on a 21 ans et que on est quand même si je suis française maintenant, mais à l'époque, je n'étais pas française, donc on est une étudiante étrangère qui a beaucoup de choses à prouver. Et ben, le travail,
pour moi, en tout cas, je ne veux pas généraliser parce que chaque expérience est vraiment unique. Le travail, ça a été beaucoup de stimulation. Mm. C'était des moments de partage, d'apprentissage, où j'ai aussi réussi à peut-être ça m'a aidé à prendre confiance en moi aussi. Mm. Il y a vachement d'humilité qui se dégage de ce que tu dis, je trouve. De cette idée on construit brique par brique. Ouais, je sais pas. Et je regardais un peu ton profil LinkedIn et j'ai découvert une fonctionnalité que je connaissais pas sur LinkedIn. C'est cette fonctionnalité qui permet d'indiquer une pause dans ta carrière pour des raisons de santé et de bien-être. Alors, c'est le nom de la fonctionnalité LinkedIn. Et toi, tu as indiqué t'être occupé pendant quelques mois de ta santé mentale. Qu'est-ce que tu peux nous partager de cette période et de son impact sur ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que j'ai lu ça sur mon LinkedIn. Oui, parce que c'est une période où j'avais pris la décision de... En fait, bon, j'ai travaillé à peu près de 2012, je crois, à 2018 dans une organisation financière qui s'appelle l'EFMA, où j'ai vraiment... voilà, j'ai passé j'ai des très beaux souvenirs de ma carrière professionnelle. Et puis vers la fin, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un projet entrepreneurial dans l'hôtellerie. Et j'avais aussi besoin pour des questions de santé mentale, mais c'était peut-être pas le bon move à l'époque, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cette décision. Donc, j'ai décidé de quitter l'EFMA pour rejoindre ce projet entrepreneurial. Et j'ai appris énormément de choses. C'est vraiment le moment où je me suis rendu compte de ce monde qu'on appelle le monde des startups. J'ai découvert ce que c'était que de lever des fonds. Et c'était une période hyper intense. Et fin 2019, je me sentais plus très alignée, on va dire, avec ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais, comment dire, ce qui m'animait de manière générale. Il y avait moins d'impact dans tout ce que je faisais. Moi, j'ai toujours été, même quand je travaillais à l'EFMA, j'ai toujours été dans des associations. J'ai monté une communauté sur Paris qui s'appelle Local Label Paris. Donc, c'était début de la vingtaine et j'ai créé des très, très belles amitiés aujourd'hui grâce à cette communauté où on se retrouvait pour s'entraider entre femmes, entre jeunes femmes. Pour le coup, on est toutes dans la trentaine maintenant, mais à l'époque, on était début de la vingtaine. Donc, on faisait des ateliers, comme on négociait son salaire, etc. Ah ouais, entre vous. Entre Ouais. eux, exactement. Et je n'avais plus le temps, en fait, j'avais plus du tout ce côté, on va dire, impact social. Et j'étais un peu perdue. Voilà, donc j'étais très fatiguée. Et puis, je me posais aussi des questions avec, est-ce que c'est le moment de fonder une famille, de quoi j'ai envie. C'est la première fois de ma vie, je pense, que je me suis posé des questions sur moi, Fatoumata, aujourd'hui, de quoi j'ai envie. Jusqu'à présent, tout ce que je faisais, je le faisais parce qu'il fallait renouveler son titre de séjour, il fallait avoir son bac, je le faisais systématiquement parce qu'il fallait avancer. Et là, en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, en fait, aujourd'hui, toi, de quoi tu as envie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'était la première fois que je me posais ces questions. Et j'ai pris la décision d'arrêter. C'était une décision très difficile. Parce que, surtout dans le monde de la start-up, on n'arrête pas. Ouais. Et j'ai pris cette décision d'arrêter. Donc voilà, ça a mis quelques mois, mais j'ai arrêté. Et puis, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'ai dû prendre soin aussi de ma santé et où je me suis posé beaucoup de questions sur c'est quoi, de quoi on a envie quand on souhaite fonder une famille, qui m'a amené sur moi un parcours plus personnel. Et puis j'ai aussi, c'était un moment où j'ai parlé avec beaucoup de femmes
où j'échangeais énormément avec Olga, qui est mon associée aujourd'hui, mais que je connaissais bien en amont, qui est mon amie, en fait, avant d'être mon associée. Et on a échangé aussi avec plein de femmes de notre entourage sur ces moments de vie pour une femme quand on arrive à la trentaine et qu'on bascule un peu entre cette carrière, cette biologie, on va dire. Ouais. Horloge biologique, je ne sais pas, je te souhaite mettre de pression à personne, mais on arrive à des moments quand même, on se pose pas mal de questions et on n'a pas toujours les réponses. Et voilà, et du coup, j'ai pris du temps pour moi, pour ma santé et pour trouver aussi des réponses. Et tu vois, je voudrais pas présupposer les questions que tu peux te poser. Ça m'intéresse que tu les explicites un peu, ces questions que toi, tu t'es posées et que tu as entendu les autres se poser autour de toi. Je t'expliquerai après ma question. Mais je pense que chaque histoire est très personnelle et très unique, mais c'est par exemple, quel est le bon moment pour fonder sa famille est-ce que je peux fonder une famille quel va avoir l'impact d'avoir une famille si j'ai une ambition professionnelle Voilà, c'est des questions qui... Et en même temps, il ne faut pas se poser trop de questions parce que voilà, la vie, on n'est pas des êtres éternels et au final, les choses essentielles, on les connaît toutes et tous. Ouais. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Mais c'est quand même les questions qu'on se pose. Et puis les chiffres aussi, voilà, 65% des femmes pensent que fonder une famille va avoir un frein à leur carrière professionnelle. Donc, ouais. C'est intéressant parce que quand tu vois, j'entends beaucoup ces questions-là de la part de mes auditrices. Les jeunes auditeurs, je les entends pas trop. Je sais qu'il y en a, mais je les entends pas trop. En revanche, les plus jeunes auditrices, il y a pas mal de femmes qui écoutent les équilibristes, qui n'ont pas d'enfants et qui disent ça me fait du bien parce que ça me rassure. Avec une quantité de questions qui est finalement anxiogène et qui est toujours que je regarde, enfin que j'écoute avec beaucoup de curiosité et d'intérêt parce que à quelques années près, tu vois, moi j'ai 38 ans. Et quand j'ai eu mon fils en 2014, donc j'avais 30 ans, je ne me posais pas toutes ces questions-là. Tu vois, je me doutais que... et quand je dis je parle de mes amis aussi, je parle de tous les gens qui m'entouraient. Tu vois, je n'ai pas conscience qu'on se soit posé autant de questions. Et j'ai l'impression qu'on s'est, pour beaucoup, un peu cassé les dents après et que les questions sont venues après de « Ah oui, en fait, c'est comme ça que ça se passe. » Tu vois, voilà. Mais que cette expérience-là a finalement nourrit une forme d'anxiété chez les femmes qui arrivaient même quelques années après, qui se sont dit ah ok, ah ouais, c'est ça qui m'attend quoi. Et c'est assez fou de voir presque l'angoisse que ça crée aujourd'hui, l'idée de derrière cette volonté de tout avoir qui est belle, qui est louable, qui est merveilleuse, la pression aussi que ça met en fait et donc les questions que ça crée. Ouais, c'est très juste. Ouais. Et je m'interroge sur l'impact que ça a sur l'impact que ça a quoi, de toutes ces questions qui sont, tu vois, qui sont légitimes parce que les circonstances font que, enfin, ce chiffre que tu rappelles, il est terrible, quoi. Il est compréhensible. Enfin, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Et en même temps, tu te dis, waouh, c'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, je pense pas que ce soit... Si ce chiffre, il existe, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une forme de vérité derrière. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'idée, et je pense que tous les enjeux qu'on a en ce moment, où on parle beaucoup avec la pandémie, le futur du travail, le bien-être, la santé mentale, la qualité de vie au travail, je pense qu'il y a un vrai sujet sur... des fois, on demande aux femmes d'être surhumaines. Et des fois, je vois autour même de moi, de femmes que je connais qui ont eu des enfants et c'est pas, des fois, on a des vies qui ne sont pas humaines. Non, tu as raison. Mais en plus, moi, je viens d'un milieu, voilà, je suis née en Guinée, j'ai grandi en Guinée, donc où la communauté
Mm. la tribu est centrale et où l'enfant, la parentalité est quelque chose qui se fait avec énormément d'aide. Et des fois, quand je prends du recul, parce que voilà, des fois, je me sens un peu écartelée entre les deux mondes, et des fois, je prends du recul et je vois en France, même en Europe, et encore, bon, aux États-Unis, j'en parle même pas parce que c'est encore pire, je trouve, pour les amis que je connais qui sont là-bas. Je me dis, mais c'est pas humain. C'est pas humain, en fait, ce qu'on demande aux femmes aujourd'hui, des fois, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Il y a, comme on parle tu vois, de développement durable, je me dis, on a des vies qui ne sont pas durables, ouais. Enfin, qui sont vouées à se prendre un mur un moment ou un autre, en fait. Ça finit par craquer, en fait, parce que tout ne rentre pas. Et comme tu dis, on a des exigences un peu sur tous les fronts. Mais c'est vrai pour les femmes sur des sujets évidents dont on parle là, et puis parce qu'on porte les enfants, et puis parce que les discriminations autour de la maternité sont bien plus fortes que les discriminations autour de la paternité, si tant est qu'il y en ait. Mais les pressions sur les hommes sont aussi très difficiles. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Jerry Hyde, qui est un thérapeute britannique, qui fait des groupes de parole pour hommes. Et il disait un truc, et presque c'était, tu vois, il y avait presque un soupir de soulagement à l'entendre dire ça. Il disait tout le monde a l'impression d'échouer au niveau individuel ou au niveau familial, mais en fait, il faut quand même prendre du recul et se rendre compte qu'on est dans une période où on n'a aucun code, on a aucun mode d'emploi. Aucune génération avant n'a eu ce niveau d'exigence de travailler, que les deux travaillent autant, qu'il n'y ait personne à la maison pour gérer la journée, tout ce qui doit être géré dans une maison. En gros, les pressions, il dit, les pressions sur les familles sont à la limite du soutenable. Et je trouve ça très juste, en fait. Ouais, c'est... Oui, en fait, quand je dis c'est pas humain, j'exagère. C'est peut-être un peu ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est que je me dis qu'on a un minimum d'empathie. Des fois, ça m'arrive, hein, des fois, je veux dire, moi, je n'ai pas encore d'enfant et j'ai vécu des choses très difficiles aussi, mais à un autre niveau, qui sont plus côté préconception, conception. Et par contre, sur toute la partie après, je trouve aussi que des fois, on se dit, ah là là, déjà, on a la pression d'être mère, d'être parent, et ces injonctions que la société, des fois, c'est cette pression sociale énorme qu'on met sur les femmes. Et puis après, on se rend compte que c'est pas parce qu'après qu'on a des enfants que c'est mieux, en fait. C'est pas... Et on se dit, mais quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que prendre du recul et moi, c'est vrai que c'est des sujets avec Olga, ça nous passionne de se dire comment est-ce qu'on redessine les espaces de travail, comment est-ce qu'on redessine pour intégrer ces thématiques et pour comprendre aussi que chaque histoire est très unique, que chaque chemin est très unique, chaque chemin de parentalité est très unique, et qu'il y a un vrai sujet sur l'accompagnement, en fait. Comment est-ce qu'on intègre ces sujets dans nos sociétés? Comment est-ce qu'on les intègre en entreprise? Moi, on est convaincus qu'il faut absolument les amener en entreprise. Ça, c'est encore un autre débat, mais aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça devienne un sujet? Et comment est-ce qu'on casse les tabous et comment est-ce qu'on en parle de manière juste, en fait, pour accompagner, parce que c'est quand même des sujets où il y a énormément de souffrance. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on réalise au quotidien chez Ninti, c'est que des fois, on a vraiment l'impression qu'on a la façade et qu'après, il y a tout le monde qui rentre chez soi et ça craque. Et il y a quand même beaucoup de souffrance. Il y a énormément de souffrance autour de ces sujets. Et c'est des souffrances qui restent dans nos chambres, qui restent... L'idée, c'est pas de tout partager parce que voilà, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de créer des environnements plus positifs et des environnements plus justes, en fait, pour tout le monde, les femmes et tous les hommes, sur
sur des sujets qui jusqu'à présent étaient complètement, ça reste des sujets tabous, même si on commence à en parler, etc. Mais ça reste quand même tabou. Et Ouais. c'est Alors, tu as prononcé le nom de la société que tu as cofondée avec Olga, Ninty. Est-ce que tu peux nous parler de Ninty un peu raconte-nous Ninty et puis raconte-nous le nom aussi. Je suis très curieuse de ce nom. Ah, c'est vrai. C'est rigolo que tu demandes pour le nom parce que on ne demande pas souvent sur le nom. Mais oui, donc Ninty, alors, on aspire vraiment à changer la façon dont les entreprises abordent et parlent de la santé des femmes. Donc, ça semble ambitieux, mais on y croit et on est convaincu qu'il faut absolument amener ces sujets en entreprise. Donc, on propose aux entreprises sur les sujets de fertilité, gestion de la douleur, santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on parle de postpartum, mais aussi des arrêts naturels de grossesse qui sont plus connus sous le nom de fausses couches. Donc, on leur propose un accompagnement, en fait, qu'ils peuvent proposer à leurs salariés. Donc, il peut être un accompagnement soit individuel, donc les salariés peuvent avoir accès à des programmes évolutifs et personnalisés sur des sujets liés à leur santé sexuelle et reproductive. Un accompagnement collectif, donc les salariés peuvent aussi rejoindre des groupes, en fait, qui vont échanger sur des sujets spécifiques avec des coachs qui vont être là, des thérapeutes et des praticiens, des médecins aussi qui pourront répondre à leurs questions sur un timing assez limité de 4 semaines. Donc, toute l'idée, c'est de dire on peut, en tant qu'entreprise, créer des environnements positifs, créer des environnements plus justes qui intègrent ces thématiques et sans être intrusif, parce que ça reste un sujet lié à l'intime, donc sans être intrusif, on peut tout de même créer des environnements qui peuvent faire en sorte que les salariés, nos collaborateurs et nos collaboratrices puissent être accompagnés sur ces thématiques tabous et sur ces thématiques intimes. Et Ninty va être le canal qui va permettre à l'entreprise, en fait, de proposer ces services-là à leurs salariés. Donc, nous, on garde vraiment une confidentialité. C'est la confidentialité quasi radicale par rapport à ce qui se passe entre le salarié et Ninty. Mais par contre, l'entreprise peut offrir ses services à leurs salariés. Donc, finance Ninty pour leurs salariés. On a un accompagnement collectif en fonction des besoins aussi de l'entreprise qui peuvent être faits sur du leadership. Donc, toute l'idée, c'est comment est-ce qu'on sème des petites graines auprès des managers pour qu'ils aient conscience de ces sujets, pour qu'ils aient conscience des conséquences aussi de ces sujets sur le bien-être et sur la qualité de vie au travail. Et nous, on propose aussi des workshops aux managers pour les initier un peu à, OK, c'est quoi la santé sexuelle et reproductive? C'est quoi le cycle menstruel? C'est quoi un parcours PMA? C'est quoi la fertilité? Pourquoi est-ce qu'en tant que manager, c'est important que j'ai conscience de ces sujets-là? Parce que je vais être amenée, si j'ai une boîte où j'ai 65% de ma force salariale qui sont des femmes, même si j'en ai moins, eh ben, c'est des sujets auxquels je dois être sensibilisée. Je ne peux pas les ignorer. Et choisir de les ignorer, ce qui est encore le cas pour la grande majorité des entreprises, pour nous, c'est pas une posture très inclusive, en fait. Donc, c'est le mot qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui, mais quand je dis inclusive, c'est dans le sens vraiment littéral du terme. Ouais. Et donc, le point d'entrée, c'est toujours les entreprises avec Ninty, c'est ça? Toujours les entreprises, mais on a aussi des femmes qui peuvent utiliser nos services en direct. Donc là, par exemple, on va lancer au mois de septembre ce qu'on appelle des learning pathways. Donc, c'est vraiment des modules personnalisés sur des thématiques. On commence par le sujet fertilité. C'est des modules qui vont durer 4 semaines. Sur ces 4 semaines, les personnes qui vont participer peuvent avoir accès à un coach, en fait, qui va être là pour répondre à ces questions, coach fertilité, à du contenu personnalisé et à un groupe. Donc, c'est un groupe qui partage les mêmes problématiques et où ils ou elles vont pouvoir partager sur des sujets de, par exemple, si tu es en parcours PMA,
c'est un parcours qui crée beaucoup d'anxiété. 90% des personnes en parcours PMA sont déprimées. Ah ouais. C'est vraiment un vrai sujet, ça aussi. En France, on a 3,3 millions de personnes qui ont des sujets d'infertilité, qui vont être amenées à faire appel à la médecine pour pouvoir fonder une famille. Ça va aller qu'en augmentant. Donc, c'est un vrai sujet de société. Et nous, ce qu'on propose dans ces modules, c'est de pouvoir aussi trouver des groupes. Donc, on fait du matchmaking. Donc, les personnes qui vont s'inscrire vont se retrouver dans des groupes pendant 15 semaines où ils vont aussi pouvoir partager. Et ça, les femmes peuvent venir et utiliser ce module en direct. Mais l'entreprise peut aussi le proposer à leurs salariés. Donc, on joue sur les deux tableaux, en fait, entreprise et direct, membre direct. C'est génial, cette fonctionnalité matchmaking, je trouve, parce que c'est des sujets qui sont vécus tellement dans l'isolement, dans la solitude. J'ai pas vécu ça, mais rien que mes sujets à l'époque, moi, de maternité, j'avais l'impression d'être seule sur Terre. Alors, j'ose même pas imaginer quand tu vis un parcours de PMA et que c'est dur et que physiquement c'est dur. Et en plus, en France, où c'est tellement... on n'en parle pas, quoi. Enfin, moi, j'ai été frappée. Je voyais... je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. J'ai grandi là-bas. Et en fait, là-bas, c'est relativement courant de parler du fait qu'on s'absente pour aller à ces rendez-vous de PMA et tout ça. En France, moi, mes amis qui ont vécu des PMA, ça n'a jamais été ouvertement discuté. Comment c'est perçu quand vous venez avec Ninti? Quel est l'accueil de la part des entreprises? Est-ce qu'elles voient le sujet ou est-ce qu'il y a un gros boulot à les convaincre qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans? Vous voyez pas la tête qu'elle fait. Il y a du boulot et en même temps, il y a quand même une prise de conscience. C'est-à-dire, maintenant, on va avoir différents profils. C'est-à-dire, toutes les entreprises avec lesquelles on a discuté aujourd'hui comprennent que c'est un sujet. On n'a encore jamais eu une entreprise qui nous a regardé avec des gros yeux en nous disant... De quoi vous parlez? Maintenant, la difficulté, c'est... elles sont à différents niveaux de maturité aussi sur la prise de conscience. Donc, il y a certaines entreprises qui vont être beaucoup plus... qui proposent déjà la possibilité, par exemple, à leurs salariés d'avoir un congé menstruel ou réfléchissent à mettre en place un congé arrêt naturel de grossesse, plus connu sous le nom de fausse couche. Ouais. Donc, du coup, qui réfléchissent et qui se disent, voilà, en France, par exemple, si je ne me trompe pas, on a droit au congé maternité si et seulement si on a accouché après 22 ou 24 semaines. Avant, on n'a absolument rien. Donc, une femme qui va faire une fausse couche ou un arrêt naturel de grossesse, j'utilise le mot fausse couche que j'essaie d'éviter d'utiliser. Oui. Tout le monde ne dit pas arrêt naturel de grossesse, mais voilà, c'est infusé. Tu as raison. Une femme qui va vivre ça à 20 semaines, elle n'aura pas de congé maternité. 20 semaines, c'est déjà aussi très avancé. À 4 semaines ou à 6 semaines, donc ce qu'on appelle des arrêts naturels de grossesse précoces, elle aura aussi rien. Et certaines entreprises vont se dire, on va mettre en place un congé pour ça. Donc, elles sont en réflexion. Donc, il y a certaines entreprises qui sont en réflexion et qui sont un peu plus matures en termes de prise de conscience. Et d'autres entreprises qui n'ont absolument rien et qui vraiment, la santé des femmes en entreprise, c'est pas vraiment un sujet hors le congé maternité. Ouais, et encore. Voilà. Donc, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on crée cette prise de conscience. Maintenant, certaines entreprises vont avoir un leadership qui est très actif, proactif sur le sujet et qui veut absolument mettre des choses en place. Et des fois, ça va venir directement du ou de la CEO. C'est un sujet pour moi et je veux faire en sorte qu'en interne, on ait des politiques internes qui traitent ce sujet, qui accompagnent nos salariés parce que c'est directement corrélé à la qualité de vie au travail. Mais il y a beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. Et il y a beaucoup de prise de conscience. Je veux dire, sans juger personne, même entre nous, des fois, il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment fonctionne le cycle menstruel. Qui ne savent pas c'est quoi la phase folliculaire, comment ça marche et quelles sont les conséquences sur notre santé mentale, notre santé physique. Donc, on a aussi mais ça, c'est nous, on n'est pas là pour
faire de l'éducation. Donc, c'est un enjeu presque de santé publique, j'ai envie de dire. Mais au niveau des entreprises, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer ces conversations. Créer ces conversations au niveau du management, le faire à travers des workshops et leur proposer d'offrir nos modules à leurs salariés et de voir. Donc là, on va vraiment tester cette partie en septembre. Et nos modules, on va commencer à communiquer là-dessus à partir de mi-juillet. Et toute l'idée, c'est de voir si ça résonne. Mais c'est d'aller voir les entreprises où il y a déjà une maturité qui est déjà, comment dire, une prise de conscience qui est déjà un peu existante, parce que c'est là que ça va être un peu plus facile. On n'a pas les épaules pour aller convaincre toutes les entreprises que c'est un sujet. Mais c'est un sujet. Et un truc qu'on veut faire là cet été, c'est vraiment faire une sorte de listing de tous les livres qui sensibilisent à ce sujet-là et le partager sur nos communautés et les envoyer directement avec les DRH avec qui on a des conversations sur, voilà, c'est Summer Books. Voilà, vous avez un livre sur ce sujet à lire cet été, et ben voilà, il y a Pay Up de Reshma Saujani, qui est une femme qui est incroyable, qui fait un travail remarquable aux États-Unis sur la partie Workplace and Women, avec un grosse brique sur la parentalité and women's health. Donc, ça peut déjà être un livre qu'ils peuvent s'offrir et qu'ils peuvent aller lire cet été et revenir en septembre et se dire, OK, bon, qu'est-ce qu'on met en place, quoi. C'est un sujet. Ouais, c'est ça, c'est un sujet. Ouais. Et le nom, alors, Minty? Minty, c'est en fait, elle est pas très connue, mais elle mérite vraiment d'être beaucoup plus connue. C'est la première déesse de la civilisation humaine, qui vient de la civilisation sumérienne. Voilà. Et c'était la déesse de la guérison et de la vie. Ah, c'est beau. Et la civilisation sumérienne, je trouve que c'est une civilisation qui est hyper passionnante, parce que on oublie souvent de prendre de la perspective. Et on oublie souvent de se remettre dans le maillon de la chaîne. Et quand on remonte, on se dit, OK, en fait, voilà, c'est ces premières personnes qui ont créé tous les fondamentaux de la technologie, beaucoup de sciences, les communautés. Voilà, ils étaient là avant nous. Ils ont fait des choses fondamentales dont on a hérité. Et ben nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'on fait, et on est des héritiers de tout ça. Et ben nous, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on va aussi laisser quelque part? C'est rigolo cette Donc, sonnerie. Minty, c'est Minty. Minty, c'est rigolo cette sonnerie qui est arrivée comme un wake up. Wake up, qu'est-ce qu'on fait? Quel rôle on a envie de jouer? Wake up call. C'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Et tu vois, alors c'est intéressant que tu parles de ça, de civilisation sumérienne et tout. Il y a une question que je voulais te poser, c'est que toi qui as vécu dans tellement d'endroits différents, toi qui es riche de toutes ces cultures-là, comment elles ont nourri la personne que tu es et surtout ta manière d'aborder ton travail, ta vie, tes projets? Ouais, c'est... Là, on va repartir pour 1 heure, là. Vas-y. C'est un sujet vaste, les identités multiples. C'est tellement complexe, c'est tellement... Je trouve d'ailleurs qu'en France, que c'est un sujet qui est maltraité et qu'on n'a pas... je ne veux pas faire de politique, et je trouve que ce qui se passe sur la scène politique actuellement, que je trouve d'une certaine violence quand même, c'est tellement pas à la hauteur de toutes ces identités multiples et de la richesse des différences, en fait. Et je pense profondément qu'on est tous différents. Certaines personnes vont être peut-être plus différents parce qu'elles viennent d'ailleurs et qu'elles ont infusé plein d'autres cultures, etc. Mais
mais je suis tout aussi différente que toi, tu es différente en fait, Sandra. Et que des fois, on va peut-être avoir beaucoup plus de choses en commun euh, une fois qu'on va dépasser nos différences. On va se rendre compte qu'au final, on se retrouve sur des valeurs communes, on se retrouve sur des visions communes de partage, de générosité. Et voilà, c'est pas parce que je viens de Guinée-Conakry et que je suis née, que j'ai grandi là-bas, que c'est pas des valeurs qui sont partagées par mon ancienne coloc Yael aux États-Unis, qui est aussi ma grande amie et aujourd'hui qui nous aide sur Ninti, qui nous a fait des ateliers. Donc c'est une sex therapist, donc sur le plaisir. Et en fait, on se retrouve beaucoup plus sur plein de choses qu'on est différents. Et je pense que la richesse de nos différences avec Olga, donc on a toutes les deux des profils similaires. On est arrivé en France pour nos études. On est française naturalisée, donc on a toutes les deux fait les démarches pour demander et obtenir la nationalité française parce que voilà, c'est un pays qu'on adore et qui fait partie de nous. Et c'est une grande richesse en fait d'avoir cette capacité à voir le monde à travers un autre spectre. C'est une richesse fondamentale. Et je pense que des fois, lié à l'actualité et aussi à l'irresponsabilité de plein de monde, on biaise le débat. Et pour moi, cette différence et cette capacité à naviguer plusieurs cultures, même si des fois, je me sens des fois écartelée, parce que c'est aussi tout le temps hors de sa zone de confort, c'est épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est loin d'être simple, en fait, d'appartenir à plusieurs mondes. C'est loin, loin, loin d'être simple. Et des fois, je trouve qu'on généralise et on simplifie le débat. Et on devrait... Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'une certaine manière, et cet ailleurs peut être un ailleurs d'un monde différent, mais aussi un ailleurs de culture, de manière de voir le monde, d'orientation. En fait, je vois beaucoup de courage chez toutes ces personnes parce que être là, porter ses projets et partager cette vision du monde à travers un spectre qui peut paraître différent pour beaucoup de gens, mais qui au final est un spectre qui participe à plutôt amener les gens ensemble, à être dans le soin et soudé. Et ben, je trouve ça très courageux. Donc je dirais que ma différence ou ces mondes multiples, et ben, ça fait partie de mon histoire et c'est quelque chose qui m'apporte et qui me nourrit au quotidien, vraiment. Et je trouve qu'il y a énormément de richesse à amener des gens qui viennent d'ailleurs ou qui ont une manière de voir le monde différemment. Voilà, en tant que chef d'entreprise, je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui, ils devraient tous aller chercher ça parce que c'est génial en fait. Ça t'ouvre un monde que tu peux pas imaginer. C'est ça, je crois que cette idée de perspective, elle est vachement importante. C'est que c'est compliqué de sortir de la sienne si on n'est pas confronté à d'autres et et derrière ça, cette idée d'accueillir les autres perspectives avec beaucoup de curiosité, quoi. De remplacer autant que... Alors, on n'est jamais parfait, on est humain, donc faillible et donc parfaitement imparfait, mais autant que possible remplacer le jugement ou les présuppositions par de la curiosité, quoi. Ah tiens, ça je connais pas. Et tu sais, en t'écoutant, j'ai écouté hier un podcast qui était génial avec Oprah, donc son Super Soul, son podcast. Ouais, Super Soul Sunday. Et elle était avec Pema Chodron, qui est une nonne bouddhiste américaine, qui est géniale parce que elle a ce côté de la nonne bouddhiste, donc c'est pas pour rien. Elle est très éveillée, très très sage, elle a beaucoup de recul sur les choses et en même temps, elle est aussi très très dans la réalité du tumulte de la vie humaine. Et elle partageait ce réflexe qu'elle avait
qu'elle avait développé, qui n'était pas innée, qu'elle avait développé de commencer quand elle voyait les autres autour d'elle qui avaient des réactions pas terribles, tu vois, d'agressivité ou quoi, et de se dire just like me, tu vois, donc exactement comme moi, cette personne-là traverse un moment difficile, cette personne-là aimerait elle parlait de l'aéroport quand on voit les retarder, cette personne aimerait être là où elle est censée être et elle est frustrée, mais comme moi en fait, et de regarder ce qu'il y a de commun en fait entre l'autre et soi, au-delà de tout, et de se dire, se connecter à ce niveau-là, beaucoup plus fondamental. Oui, comme moi. Et c'est pour ça on est convaincu. Et quand je t'écoute, je me dis, les entreprises aujourd'hui qui vivent quand même des bouleversements, c'est-à-dire aujourd'hui être capitaine du navire d'une boîte avec des salariés, j'imagine même pas encore du CAC 40. En fait, ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent, Non, ils savent pas. je pense que ça doit être très, très difficile. Mm. Et en même temps, il y a un bouleversement de culture, il y a un bouleversement lié à la conjoncture économique actuelle, il y a la pandémie. On va faire que traverser des crises, ces crises après crise, et ces personnes euh, sur ce bateau, en fait, encore plus que jamais, elles ont besoin de leurs équipes. Ouais. Et elles ont besoin de comprendre les équipes comme Ouais. elles. Et je trouve que la parentalité, les sujets de fertilité, tout ce qui est women's health, les sujets autour de la santé, sont des outils vraiment incroyables pour aller te retrouver comme l'autre. Ouais. Parce que, quelque part, c'est des sujets, voilà, qu'on soit parent ou pas parent, c'est des sujets universels. Et c'est des sujets qui te permettent aussi quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, etc., c'est des sujets où tu te retrouves. Oui. Je trouve que c'est un outil vraiment formidable pour aller te retrouver comme l'autre. Et ça, je me dis, j'y crois beaucoup aussi. Je crois que les gens, ils ont envie d'être considérés dans l'ensemble de leur humanité, c'est-à-dire qu'on arrête d'opposer, ça c'était une question que je voulais te poser, mais qu'on arrête de faire semblant qu'ils ne sont que des travailleurs, enfin qu'ils ne sont que la personne qui apporte de la valeur, enfin tu vois, qui est missionnée sur des projets et qu'on arrête de faire semblant qu'il se passe rien en dehors de l'entreprise. Enfin, et la pandémie a eu cette grande qualité-là qu'on arrête la mascarade, quoi, qu'on arrête de faire semblant que ce qui se passe en dehors de l'entreprise ne concerne pas l'entreprise parce que c'est faux. Et justement, ça m'intéresse, ça veut dire quoi pour toi cette expression équilibre vie pro, vie perso? Oh là là. C'est drôle parce que on en parlait avec Olga ce matin, qu'on était justement en train de faire une session de travail sur comment est-ce qu'on structure ces modules. Et ce qui est génial, en fait, quand on fait un travail comme ça, c'est que on fait aussi ces modules pour des femmes comme nous, des hommes aussi. Et on se disait, ah là là, ça fait des mois qu'on se dit qu'on a envie de se faire un soin et on l'a toujours pas fait. Et on se dit, ah là là, c'est dur de. Et ça, c'est super important, notamment quand on est dans des entreprises dans le soin, quelle que soit la forme de soin, de se dire, you do what you preach. Ouais. Et puis, des fois, tu réalises qu'en fait, you don't do what you preach, en fait. Faites-le, hein, c'est vachement bien. Moi, je le fais pas, mais faites-le. On se disait, voilà, avec du recul, tu vois, c'est ce qui est aussi chouette quand tu quand as des moments un peu plus dans la production. Tu te dis, bon, bah, comment est-ce qu'on met en place des tips pour vraiment appliquer ça, appliquer cette notion de soin et équilibre vie pro, vie perso, c'est très difficile. Je pense que ça n'existe pas. Par contre, je pense que au quotidien, de manière quasi hebdomadaire, on peut faire en sorte de créer du temps et de l'espace pour soi et pour les gens qu'on aime. Et un truc que moi, je fais de manière assez
hebdomadaire. Et d'ailleurs, on se disait toutes les deux que du coup, ce qu'on arrive à faire quand même, on n'a pas réussi à caler ce soin, mais on arrive quand même à se créer du temps pour nous. Ça semble un peu biaisé le yoga, mais bon, on fait toutes les deux du yoga et on se disait, c'est le seul truc aujourd'hui qu'on arrive à faire de manière hebdomadaire et constante. Et c'est quand même chouette. Et dire, quand je commence ma semaine, je mets d'abord les trucs importants pour moi, en fait. Ouais, Est-ce que c'est Est-ce que c'est le cours de yoga? Est-ce que c'est le ciné avec mes copines? Un truc que je trouve que je fais pas très bien en ce moment, c'est vraiment du temps avec mes copines. J'ai une tribe de femmes phénoménales et, ça me manque, en fait. Je me dis, ça fait super, je bosse comme une dingue et tout. Et ça fait super longtemps que j'ai privilégié le soin un peu plus sur moi, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des moments avec mes copines. Et du coup, je me disais, bon, faut caler ça, quoi. Faut trouver un temps. Et ça, quelque part, le faire de manière hebdomadaire, donc sans se projeter dans un temps trop lointain, je trouve que c'est une bonne manière d'aspirer à cet équilibre pro-perso, même si on n'a jamais vraiment d'équilibre. Des fois, ça va être le boulot qui va prendre plus, des fois, ça va être le soin, des fois, on va avoir une tuile, des problèmes de santé, un arrêt naturel de grossesse, des choses qui vont faire que ça va être là et que ça sera ça la priorité. Un parent qui est malade. Et je pense que toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive à naviguer au quotidien avec des moments où on se dit, bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu pour moi et qu'est-ce que j'ai prévu pour les gens que j'aime? Et comment est-ce que je tisse tout le reste autour? Donc, ça ne marche pas toujours, mais c'est quelque chose qui, pour moi, pour le moment, fonctionne bien. C'est-à-dire... et puis aussi, avec... moi, j'ai des symptômes, j'ai des cycles compliqués. Donc, je sais que quand j'ai mes cycles, sur ma période de cycle menstruel, je sais que j'ai des moments où je ne vais pas faire de réunion parce qu'il ne faut surtout pas que je fasse de réunion. Donc, des fois aussi, j'organise aussi mon temps à travers aussi cette compréhension de mon cycle. Je pense que c'est très important d'en parler et qu'on n'en parle pas assez. C'est pas parce qu'on ne veut pas stigmatiser, etc. Et voilà. Et je pense que chaque femme est aussi différente. Tu vois, une femme qui va jamais avoir de problème avec ses cycles est très différente d'une femme qui va avoir des migraines cataminales ou d'une femme qui va avoir de l'endométriose chronique. Voilà, donc chaque femme est très différente. Maintenant, pour revenir à moi, parce que tu me poses la question à moi, c'est important pour moi de comprendre mon cycle menstruel et aussi, des fois, de m'organiser autour de ce cycle menstruel. C'est super intéressant. Ça fait plusieurs fois en t'écoutant là que je me fais cette remarque, mais que on a totalement perdu cette notion de cycle dans notre façon de vivre, alors qu'elle est fondamentale, quoi. Elle est fondamentale pour les femmes. Et je ne sais pas si tu connais ce bouquin, j'ai oublié son nom de famille, Kate quelque chose, qui a écrit Do Less. Tu connais ou pas? Non. Ça t'intéressera parce qu'elle parle de comment justement organiser. Tiens, je l'ai sous les yeux. Kate Northrup, Do Less. Elle parle de comment elle a organisé son business et sa vie, en fait, autour de cette notion de cycle. Parce que les cycles masculins sont sur 24 heures et on a calé toute notre façon de vivre sur ces cycles de 24 heures qui ne sont pas adaptés à la femme, donc 50% de l'humanité, et en fait qui ont complètement modelé notre façon de concevoir le temps et la gestion de l'énergie, comme si elle était linéaire, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Donc c'est vachement ça va loin en fait, cette prise en compte de la notion de cycle, je trouve. Et t'écouter pour moi, en tout cas pour celles qui comme moi, des fois, ont des difficultés qui peuvent vraiment être même un handicap pendant leur cycle, je pense que c'est important de le prendre en compte et que c'est important de s'organiser et de ne pas avoir peur d'être stigmatisée et de pas. Et c'est là que des fois, je me dis encore une fois, les entreprises,
ont un rôle voilà, quand tu as une entreprise qui offre une flexibilité au travail, sans parler de santé des femmes, hein, juste tu le portes cette vision, tu dis j'offre une flexibilité au travail, et ben, tu envoies un message positif, un signal à tes salariés qui peuvent traverser voilà, des cycles plus compliqués que d'autres, de se dire okay, je peux me permettre d'avoir une forme de flexibilité pendant ce moment-là parce que c'est OK. Ouais. Et tu normalises les choses, quoi. Exactement. Et dans ça, je trouve que les entreprises ont une vraie responsabilité parce que la souffrance ne s'arrête pas quand on arrive en entreprise. Il y a certaines personnes qui le font mieux que d'autres, qui développent des mécanismes de survie. Mais la souffrance ne s'arrête pas parce qu'on est passé, on a mis le bac. Elle continue, en fait. Ouais. Donc, l'entreprise fait partie de la cité. Et intégrer ces sujets, c'est essentiel. Et quelque part, cette notion de 24 heures, elle est dans tout. Et je pense aux clinical trials, aux essais cliniques qui n'ont intégré les femmes que depuis 1993 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement parce qu'une femme a des hormones et que dans les essais cliniques, tu comprends, c'est quand même mieux d'utiliser un truc stable. Va me permettre d'aller plus vite et qui va m'aider dans... Donc, en fait, parce qu'on est 50% de la population et parce qu'on n'est pas une niche. Non, on n'est pas une niche. T'as raison, voilà. on n'est pas une niche. Et ça, à plein de niveaux, c'est pas qu'en entreprise. C'est là, je te parle des essais cliniques, mais tu le retrouves à plein de niveaux. Donc, on a un énorme gap à rattraper, qui est essentiel, en fait. Et pour ça, il faut qu'on en parle plus. Ouais. Que ce soit OK d'en parler, même si c'est inconfortable, si on se sent d'en parler. Oui. Et il y a plein de choses que je ne partage pas là avec toi parce que je ne me sens pas du tout d'en parler, tu vois. Ouais. Et on navigue tout le temps sur des œufs parce que ça réveille des trucs, tu touches à des trucs aussi perso, à des trucs de culture, etc. Donc, sur les sujets où on se sent assez confortable pour en parler et pour avoir peut-être plus de bien-être, peut-être pour aspirer à cet équilibre pro-perso, si on se sent capable de se dire, c'est un sujet pour moi et c'est un sujet pour ma santé mentale, et il faut trouver l'espace et créer l'espace pour en parler. Et il faut aussi que les entreprises et nos sociétés, pas que les entreprises, mais la cité, créent des espaces pour dire, j'envoie aussi un signal positif pour dire c'est OK en fait d'en parler. Et pour dire, si tu m'en parles, je ne vais pas te stigmatiser. Donc, il y a ce travail à 2 niveaux qui se fait doucement, qui va quand même se faire, mais qui va se faire encore plus vite parce qu'il y a une nouvelle génération derrière là, et elle... pas de compromis, ils ont bien raison. Elle en parle avec beaucoup plus de... Voilà, c'est open. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fatoumata, j'ai une dernière question pour toi. J'en aurai encore des milliards, mais peut-être qu'on fera une version 2 quand Ninti aura quelques temps et qu'on aura d'autres choses à se raconter. J'aimerais savoir de quoi tu es fière. De mon chemin. Voilà, parce que c'est toujours plus facile de voir tout ce qui ne marche pas. Et des fois, c'est aussi bien de se regarder derrière et se dire, bon, je suis encore là, je tiens, je respire, je suis vivante et j'ai choisi la vie. Voilà. Merci Fatoumata. Merci Sandra.